Aujourd'hui, donc, on m'a demandé de parler donc, de ce sujet, du dépassement de la limite planétaire du changement climatique. Je dois préciser que c'est pas un travail qui m'est prescrit, on va dire, par mon employeur, qui est le CIDAM. Le CIDAM, c'est le regroupement des chambres d'agriculture du Massif central. C'est plutôt issu d'un travail en amont, technico-scientifique. Donc, en résumé, aujourd'hui, je ne porte pas la parole du CIDAM, mais seulement la mienne. Et je dois préciser aussi que la quasi-intégralité du diaporama a été faite avant les 2 canicules historiques de mai et de juin de cette année. Enfin, historique pour l'ouest et le centre-ouest de la France. Donc, même si ce n'est pas contradictoire avec ce que je vais vous raconter. Alors, on va tester ça. Non, c'est là-dessus. Ok, donc je vais vous... hop, non. Voilà. Donc, je vais commencer par un diagramme qui a déjà dû vous être présenté lors de ce colloque. On va refaire un petit essai. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le diagramme des 9 limites planétaires telles qu'elles sont déterminées par la communauté scientifique. Et en fait, donc, sur ce diagramme donc, qui a été sorti par l'Institut de Potsdam, donc des recherches sur les impacts climatiques, faut considérer, donc, je vous demande de regarder le disque central, ou si vous préférez l'intérieur du cercle vert, domaine dans lequel, a priori, il n'y aurait pas d'influence néfaste sur le fonctionnement de la vie sur cette planète. Et sur ces 9 limites planétaires, désormais, en 2026, on en a dépassé 7, la 7e étant, cette année, me semble-t-il, il y a eu une communication là-dessus sur le dépassement de la limite de l'acidification des océans. Alors, on voit deux secteurs sur lesquels il y a beaucoup de... il y a, comment dire, il y a du flou qui s'est estompé, même si ça ne se voit pas très bien. C'est le secteur des transformations sur l'intégrité de la biosphère, en particulier la modification profonde ou l'altération de la diversité génétique, et puis également l'introduction de nouvelles espèces. Mais en ce qui concerne les 2 secteurs pour lesquels il y a une influence forte et pour lesquels il y a moins d'incertitudes, alors premièrement, le plus fort, on va dire, c'est la modification des flux biogéochimiques, et en particulier la modification du cycle de l'azote, entre autres la poursuite de l'usage massif des engrais de synthèse, entre autres. Donc, ce qui nous intéresse plus, c'est le changement climatique, et plus particulièrement le forçage radiatif. Pour faire simple, on dit réchauffement climatique, mais maintenant vous êtes bien au courant qu'il n'y a pas que la température qui augmente, il y a aussi des modifications profondes, on va dire, du cycle hydrologique. Donc, mon propos, ça va être donc de vous parler de la limite planétaire du changement climatique. Le premier élément, ça sera le dépassement des modèles physiques par rapport aux trajectoires climatiques telles qu'on est en train de les vivre. Soyons clairs, c'est un dépassement en trajectoire. Je ne remets pas en cause l'utilité et même la nécessité de l'usage des modèles physiques du climat pour mieux comprendre le changement climatique. Je parle simplement donc de trajectoire, c'est-à-dire d'utilisabilité opérationnelle de ces modèles. Quelques détails sur l'accélération radicale du changement climatique tel qu'on est en train de la vivre depuis 10 à 15 ans. On en a parlé un tout petit peu ce matin. Ensuite, donc, quelques éléments supplémentaires sur des possibilités de raidissement supplémentaires donc, à venir. Et enfin, quelques mots sur la possibilité d'un emballement général de l'effet de serre et pourquoi, en fait, il ne faudrait pas trop s'en étonner. Donc, on y va. On va commencer donc, par le dépassement donc, des modèles physiques du climat en trajectoire, on est bien d'accord. Tout d'abord, d'un point de vue local, là, ce que je vous présente, c'est l'évolution de la moyenne des températures maximales, donc sur un point en particulier, c'est la station de Clermont-Ferrand. Donc, ce que vous voyez donc en noir, alors c'est issu d'une présentation que j'ai faite, entre autres, la première fois lors d'un colloque, les journées scientifiques climat et impact, qui sont organisées tous les 2 ans, conjointement par le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de l'IPSL et par l'Université de Paris-Saclay maintenant. En point noir, vous voyez donc les observations de la moyenne des températures maximales du printemps. Je vais regarder la trajectoire là. Et donc en point vert, vous avez une moyenne donc, de 10 modèles, des simulations en scénario moyennement émetteur de gaz à effet de serre, 4.5. Et en rouge, une moyenne multimodèle, donc d'une dizaine de modèles, en scénario le maximal d'émissions de gaz à effet de serre. À l'époque, c'était le 8.5. Ce qu'on peut remarquer, il y a plusieurs remarques possibles, c'est que, premièrement, les trajectoires simulées, quel que soit le scénario d'émission de gaz à effet de serre, elles sont à peu de choses près confondues
pendant quarantaine ou une cinquantaine d'années après la fin de la période de référence, sachant que la période de référence à l'époque, elle était entre 1986 et 2005. Donc ça, c'est un témoignage de l'inertie du changement climatique, qui veut dire que quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre qu'on conduit à partir de maintenant, il faudra un certain nombre de décennies avant qu'on puisse en avoir une expression, on va dire, en termes de ralentissement ou d'accélération du changement climatique. Ça veut absolument pas dire qu'il faut rien faire, mais il ne faut pas fonder de faux espoirs, c'est-à-dire penser que ça va réagir rapidement, ni diffuser de faux espoirs à ce sujet, quoi. Sauf scénario radical de diminution de gaz à effet de serre, mais qui, hélas, ne sont pas socialement vraisemblables. Donc la pente simulée, elle est approximativement 4 fois plus faible que la pente observée. Il y a une autre manière de lire ce graphique, c'est de se positionner à la fin d'échéance, c'est-à-dire vers 2100, et de regarder où on se trouve en valeur centrale en scénario moyennement émetteur de gaz à effet de serre, quelque part aux alentours de 16 degrés sur ce point-là. Si on est en scénario fortement émetteur de gaz à effet de serre, donc on se place à peu près au milieu des points rouges, on peut dire environ donc aux alentours de 18 degrés. Sauf que où est-ce qu'on en est donc en espérance et en valeur moyenne quelque part vers 2025, on est déjà plutôt vers 18 degrés et demi. Ça veut dire que sur ce paramètre qui est absolument pas anodin, qui est très important pour l'agriculture, je viens du monde agricole, en ce qui concerne le redémarrage de végétation, la production de début de saison, vous pensez avec les projections habituelles, regardez donc le futur du climat, y compris lointain, y compris en scénario fortement émetteur de gaz à effet de serre, mais en fait, vous regardez déjà le passé du climat. Et ça, si vous ne faites pas attention, ça peut amener à de la contre-adaptation. Donc c'est pour ça que dans le cadre du projet AP3C dont je m'occupe pour les chambres d'agriculture du Massif central, on a été contraint de fabriquer nos propres projections climatiques en conformité avec les trajectoires réellement engagées. Je n'irai pas plus loin sur le projet AP3C. Donc là, je vais prendre un peu d'espace parce que la diapo précédente, c'était sur un point en particulier. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe? Donc là, je suis allé chercher sur un outil qui est particulièrement bien fichu, qui est associé au dernier rapport du GIEC, le 6e rapport du GIEC, on appelle l'Atlas interactif. Sur votre gauche, donc, je suis allé regarder les trajectoires simulées pour un scénario moyennement émetteur de gaz à effet de serre entre le proche passé et le proche futur, sachant que c'est le même paramètre, c'est la moyenne des températures maximales du printemps. La différence de période, c'est 55 ans. Le scénario, c'est 4,5. Mais étant donné que l'échéance maximale, c'est 2060, ça ne serait pas très différent sur un scénario un peu plus faible ou un peu plus fort. Bref, voilà ce que ça donne en 55 ans sur un point central donc, de la France entre 1,5 et 1,6 degrés. Qu'est-ce que ça donne en observation sur 35 ans seulement sur la même interface de l'Atlas interactif? Je vous laisse regarder. 2,5 à 3,8 en 55 ans sur la même zone, c'est-à-dire 3 à 4 fois plus rapide. En observation, ça correspond à ce qu'on avait trouvé, nous, directement sur le point de Clermont-Ferrand. Alors ça, déjà, on a dézoomé, c'est-à-dire qu'on est parti sur l'Europe, mais on va partir un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe au niveau global? Alors au niveau global et sur la température moyenne annuelle, donc ce que vous avez, donc ça c'est issu du dernier rapport du GIEC également, ce qu'on peut observer, c'est que pour les scénarios socialement vraisemblables, c'est-à-dire 4,5 en beige, moyennement émetteur de gaz à effet de serre, ou assez fortement émetteur de gaz à effet de serre 7,0 en rouge, en gros il y a une portion commune qui dure une trentaine d'années, au-delà donc de la fin de la période de référence, et que cette trajectoire commune, elle est la poursuite de la tendance telle qu'elle a été analysée par les modèles. Mais justement, ça c'est analysé par les modèles. Mais comment est-ce que la tendance réelle, elle est en train d'évoluer sur le terrain, de manière observée, de manière globale? Alors, diapo suivante. Donc là, je suis allé récupérer ça, c'est issu d'un travail de James Hansen et consorts qui a été publié sur le site de l'Université de Columbia en 2023. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, James Hansen? Il nous dit que, à ma connaissance, c'est la première publication, même si elle n'est pas revue, qui a été sortie sur le fait qu'il y avait une accélération ou qu'il y aurait eu une accélération assez forte de l'ordre de 50 à 100%. Donc, entre la trajectoire telle qu'elle a été suivie
depuis les années 70, donc jusque 2010 environ, et puis ce qu'on est en train de vivre depuis cette époque-là, sachant que sur l'article, vous avez un argumentaire qui explique pourquoi cette élévation, on va dire, enfin ce raidissement, ça ne serait pas quelque chose de fortuit, ponctuel, mais plutôt quelque chose de durable, au moins pluridécennal. Bon, ça, c'est ce qui avait été sorti la première fois en 2023, mais James Hansen est quelqu'un qui n'hésite pas à faire le service après-vente de ses articles. Donc, il met à jour régulièrement ce qu'il publie. Et voilà ce qu'il a sorti donc au mois de février de cette année. Donc une mise à jour sur laquelle ce qu'il constate, c'est que plutôt que ça soit une augmentation de 50 à 100%, donc depuis 2010, on serait plutôt dans le cas d'une augmentation de 130% depuis 2015. Ce qui implique donc un raidissement assez important. Mais comment dire, vis-à-vis de ces deux diapositives que je viens de vous montrer, en fait, il y a eu des critiques qui ont été émises, critiques à l'encontre de James Hansen, parce que d'un côté c'est quelqu'un qui est réputé, engagé, ancien climatologue en chef de la NASA. D'un autre côté, le monsieur, il a son caractère et il s'embarrasse pas nécessairement de révision par les pairs de ses conclusions. Donc on était dans une sorte de tension ou d'échec et patte, c'est-à-dire d'un côté les arguments qui sont plutôt, on va dire, correctement développés, fondée, on va dire, mais d'un autre côté, une non-reconnaissance officielle. Alors, j'ai le plaisir de vous informer que ce blocage, en fait, désormais, il est dépassé. Pourquoi ? Parce que, entre autres, dans un article qui est sorti dans une revue plutôt correctement cotée au niveau global et de manière revue par Forster et Bramstorff au mois de mars de cette année, il y a eu, on aboutit à peu près aux mêmes conclusions. Sachant que là, attention, ce graphique, c'est pas un graphique donc on va dire d'évolution point par point, c'est directement un graphique de pente. Donc ce que je vous demande de regarder, c'est la courbe bleue, celle qui est en marge d'escalier. Ce qu'on voit, c'est que la vitesse d'évolution, donc en degrés par décennie en français, jusque 2015 environ, était de l'ordre de 0,18 degrés. Alors ça, c'est la reconstruction de la température moyenne de Berkeley, mais il y en a 5 ou 6 autres. Et qu'après 2015, on est plutôt dans le domaine, on est au double, quoi, c'est-à-dire plus 100%. Alors si on relit cet article et qu'on regarde les autres reconstructions, là on se rapproche un peu plus des plus 120 à plus 130% qui ont été déterminés par James Hansen. Alors je comprends bien que la pilule elle soit un peu amère pour certains et qu'il y aura de la résistance sociologique et psychologique à l'acceptation, à l'intégration de ce genre d'informations. Mais désormais, il n'y a plus guère de doute sur le fait que, quelque part, entre 2010 et 2015, il y a eu une accélération radicale du changement climatique observé. Et ce genre d'accélération radicale, en fait, n'est pas inclus dans les modèles physiques du climat, sous-entendu avec ce niveau d'intensité, quoi. Alors face à ça, en fait, il est licite de se demander si ça ne serait pas limité à la température atmosphérique. Pourquoi ? Parce que par le passé, y compris récent, il s'est produit des transferts entre des réservoirs d'énergie, de chaleur, en particulier des transferts entre ce qui se passe dans les océans et dans l'atmosphère. Donc c'est pour ça que j'ai sorti des éléments autres qu'atmosphériques. En particulier, ça, c'est donc l'évolution de la température, de l'extension de la banquise antarctique, donc depuis les années 1980. Sachant que, contrairement à la banquise arctique, dans la banquise antarctique, vous n'avez pas encore de tendance, on va dire, bien nette à la diminution pluridécennale. En Arctique, c'est le contraire. Enfin, c'est déjà avéré. Par contre, en Antarctique, vous avez une influence relativement forte de fluctuation entre à la hausse un phénomène La Niña et à la baisse, donc phénomène El Niño, même s'il y a d'autres influences. En particulier, donc la sortie de gamme qui avait eu, donc regardez la flèche verte, vers 2015, bah oui, ça correspondait au début du El Niño fort 2015-2016. Très bien, ok. Mais en 2023, ça c'est la courbe noire, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour un phénomène El Niño qui était moins fort, on a eu une sortie de gamme, donc 5 à 10 fois plus importante,
C'est-à-dire que visiblement, entre les deux, c'est-à-dire quelque part entre donc au-delà de 2015, bah oui, on est rentré dans quelque chose. Alors moi, mon propos, c'est pas les explications physiques, mais à la limite, peu importe que ça soit une accélération, le passage d'un point de basculement, bah oui, c'est passé quelque chose, on va dire, sur la banquise antarctique. Et hélas, c'est pas limité à la banquise antarctique, en particulier. Sur ce graphique là, ça c'est la température, on va dire, de l'océan global de surface. La courbe de 2023, c'est la courbe en noir. Donc voilà. Comment dire, le maximum de l'intensité, enfin de la température précédemment, donc en été et en automne, c'était justement le El Niño de 2015-2016. Sachant que, enfin, à quel niveau on était en 2023, mais environ 0,2 degrés au-dessus. Si on tient compte de la différence d'intensité, on va dire des El Niño, faudrait plutôt, si on avait eu le même type d'El Niño, il faudrait plutôt considérer quelque chose comme 0,25 en 8 ans, donc ça fait 3 dixièmes de degré par décennie, si vous préférez 3 degrés par siècle, mais c'est pareil en termes de vitesse. Donc on peut se dire, attendez, 3 degrés par siècle, alors que, comment dire, James Hansen, il est plutôt à 4, voire un peu plus, donc on est en dessous. Bah non, parce que ce qui est connu, c'est que le fait que, comment dire, le réchauffement au niveau des continents, c'est plus rapide, d'environ 50%, donc on retrouve à peu près la même valeur d'élévation de température en 10 ans ou par siècle, c'est-à-dire le fait que, on va dire, on est dans une évolution qui est rapide, quelle que soit la portée, enfin, quelle que soit, on va dire, si on regarde directement l'évolution de la température atmosphérique ou par l'intermédiaire donc de l'évolution de la température des océans de surface. Et ce que je peux vous montrer maintenant, c'est que c'est une réactualisation de ce graphique. Donc vous pouvez aller vérifier vous-même sur le Climate Reanalyzer de l'Université du Maine. Il veut plus. Bon, ah si, il veut. Donc là, donc ça a été, je suis allé le chercher la semaine dernière, et là, comment dire, l'intérêt de la chose, c'est que je suppose que la plupart des gens dans la salle sont au courant, mais on a démarré un nouvel El Niño, il n'y a plus aucun doute désormais, et selon les diverses estimations, ça sera un El Niño de même puissance que celui de 2015-2016. C'est pour ça que j'ai surligné donc en gris foncé la courbe de 2015. Et ce qu'on peut voir donc désormais en 11 ans, c'est sur un phénomène qui serait a priori le même, et qui a une forte influence donc, sur la température donc, océanique de surface, et ben, c'est un décalage de 0,35 à 0,40. Alors par décennie, ça fait 0,32 à 0,36, donc encore un petit peu plus que ce que je vous ai montré précédemment. Mais alors, il faut bien considérer que 11 ans, c'est pas beaucoup pour du climat. Donc, il y a une incertitude importante, on va dire, sur la détermination de la vitesse d'évolution. Et puis, donc, comment dire, mais enfin, on peut quand même se dire qu'on n'est pas dans le cadre d'un ralentissement par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment. Donc, c'est pour ça qu'il est licite de se dire, oui, mais est-ce que par hasard, on ne serait pas déjà un peu dans le cadre d'une accélération supplémentaire par rapport à ce que je vous ai montré donc, sur les travaux de Hansen et puis de Foster et Rahmstorf. Alors c'est pour ça que j'ai choisi de regarder, je vais regarder donc c'est les possibilités d'accélération supplémentaire via les cycles, on va dire, du méthane et aussi du carbone. On en a un peu parlé donc précédemment. Tout d'abord, le cycle du méthane. Enfin, la teneur, ici, ce que vous voyez, c'est la teneur atmosphérique du méthane depuis 1984. Alors, entre 1998, 19 et puis 2007, on était arrivé à une sorte de plateau. Pourquoi ? Parce que le méthane, c'est un gaz qui est chimiquement réactif, donc il se passe des choses, des combinaisons dans l'atmosphère. Donc oui, on est arrivé à un plateau, alors quand même 150% au-delà de la teneur pré-industrielle, multiplié par 2,5. Mais c'était un plateau. Sauf que à partir de 2008, on est reparti à la hausse. À l'époque, ça a été attribué donc, au début du dégazage du pergélisol et puis des hydrates de méthane qui figurent à faible profondeur océanique, entre autres dans le bulletin donc, des gaz à effet de serre de l'Organisation mondiale météorologique, qui lui-même va chercher donc, des travaux scientifiques directement. Et depuis 2020, on est dans le cadre d'une accélération supplémentaire avec des vitesses d'évolution complètement inconnues. Et ça a été attribué au moins en partie à un début, on va dire, de rétroaction des tourbières tropicales et équatoriales, la jungle, si vous préférez. Et d'une certaine manière, c'est plus grave que ce qui s'est passé en 2007-2008. Pourquoi ?
parce que, comment dire, dans le premier cas, enfin 2007-2008, c'est le déstockage, le vidage d'un réservoir. Alors, même s'il est gros, le réservoir, une fois qu'on l'a vidé, bah, voilà, il n'y en a plus grand-chose dedans. Tandis que là, c'est carrément la mise en place d'une usine de fabrication. Il y a beaucoup moins de limites. Tant qu'on alimente l'usine avec les matériaux de base, ça produit quelque chose. Donc voilà pourquoi c'est plus sérieux, on va dire, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer donc, depuis 2020. Donc ça, c'est pour le méthane. C'est le deuxième gaz à effet de serre. Mais on va regarder aussi ce qui se passe avec le CO2. On en a parlé un peu dans la présentation précédente. Là, je vais prendre bien le temps. Pourquoi? Parce que le CO2, ça explique les 2/3 à 3/4 de l'effet de serre supplémentaire. Et c'est très lourd de conséquences. Donc ça, c'est une étude qui est parue en 2025, qui essayait d'estimer donc l'évolution de la capacité d'absorption du CO2 par la végétation de l'hémisphère nord. Et ce que je vous demande de regarder, c'est une chose. Enfin, moi, ce que je vais regarder, c'est une chose, c'est le fait que vers 2010, on est arrivé donc au maximum d'efficacité, on va dire, de cette captation du CO2 par la végétation donc, de l'hémisphère nord, et que ça veut dire aussi que depuis, on est en diminution, et une diminution plutôt croissante, parce que l'auteur a évoqué donc une évolution parabolique. Donc d'ores et déjà, la végétation terrestre fonctionne moins bien, on va dire, vis-à-vis de ses capacités donc, à stocker du CO2. Et puis, a priori, ça ne va pas s'améliorer à venir. Donc ça, c'est l'atmosphère. Et qu'en est-il des sols? C'est un peu plus compliqué, les sols. Alors, j'ai trouvé, entre autres, j'ai réussi à trouver donc, un graphique d'une étude générale, on va dire, qui est sortie, enfin qui était produite par l'Agence européenne de l'environnement. Le travail a été fait principalement en 2024, mais ça a été sorti donc en 2025. Et ce que je vous demande de regarder, c'est la courbe rouge fine, qui est dans le vert, là. Un vert qui se vide, si je peux me permettre. Sur cette courbe-là, alors c'est, on va dire, c'est l'évolution, la courbe rouge, c'est l'évolution du secteur, comment dire, de l'usage des terres. Alors l'acronyme complet en anglais, c'est usage des terres, changement dans l'usage des terres et forêts. Bon, on va dire usage des terres pour faire simple. Et donc sur ce graphique, donc observé, ou enfin reconstitué, mais par rapport à des observations, ce qu'on peut remarquer, c'est quelque part entre 2010 et 2020, une diminution de 30% donc, de l'efficacité de captation du CO2 par les sols européens. Sachant que pour la forêt exclusivement, j'ai trouvé d'autres documents qui, en France, montrent une diminution de l'ordre de 45% sur la même période de la capacité de stockage. C'est un document qui a été produit, entre autres, qui a été montré, entre autres, par le Centre national de la propriété forestière, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas intérêt à montrer ce genre de graphique, justement parce qu'ils essayent de monnayer le fait que la forêt capte, enfin l'écosystème forestier capte du CO2. Voilà, mais pour l'Europe, c'est moins 30% en 10 ans. Donc ça, ce sont des observations, mais comment est-ce que ça se coordonne ou pas avec les projections? Alors je suis allé rechercher un graphique de 2001 qui a été sorti par le Hadley Center. Le Hadley Center, c'est l'équivalent du Centre national de la recherche météorologique, mais du côté britannique. Graphique sur lequel, vous voyez donc l'évolution. Alors c'est comment dire, je n'ai pas modifié la légende, mais à l'évidence, elle est incorrecte, imprécise. C'est-à-dire, c'est pas le contenu en carbone du sol absolu, mais relativement à une situation vers 1850. Et ce que je dois préciser aussi, c'est que alors l'efficacité de captation là-dessus, c'est la pente. C'est-à-dire, au plus la pente elle est positive, au plus la capacité de stockage du CO2 par le sol en rouge, par la végétation en rouge et par le sol en bleu est important. Et quand c'est négatif, quand la pente est négative, c'est du déstockage, c'est de l'émission. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? Alors, comment dire, on va regarder la végétation d'abord parce que c'est le plus simple. Où est-ce que se trouve sur cette... Alors, pourquoi est-ce que j'utilise encore un graphique qui date de 25 ans? Eh bien, parce qu'à l'époque, on n'hésitait pas, beaucoup moins que maintenant, à présenter des perspectives qui étaient réellement funestes. Alors que... il y avait une circonstance atténuante, c'est qu'à l'époque, ces perspectives funestes, on les pensait lointaines, c'est-à-dire assez facilement évitables par des politiques fortement réductrices d'émissions de gaz à effet de serre qu'on n'a pas du tout suivies depuis.
Donc, on va regarder donc, sur la courbe rouge l'endroit où la pente elle serait la plus forte, puisque c'est là le maximum qui est simulé, on va dire, de l'efficacité de captation de la végétation. Et ben, c'est quelque part par là, c'est-à-dire approximativement vers 2010. Donc, c'est synchrone avec les observations. Alors, pour la végétation, c'est assez facile. Pour les sols, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que la courbe est bruitée et parce qu'on va essayer de déterminer une modification de pente. Alors, il faut trouver, dans les pentes positives, un moment où on diminue la pente de 30%. Alors, franchement, c'est large, on va dire, mais elle est quelque part entre 2000 et 2030. Et sachant qu'à cette incertitude qui est déjà assez importante, il faut ajouter le fait qu'il y a peut-être un décalage d'évolution dans le temps entre les sols européens, je vais vous montrer l'observation, et puis les sols mondiaux qui sont considérés ici. Mais même en ajoutant une incertitude supplémentaire, à l'ordre 1, effectivement, c'est également synchrone avec les observations. Donc les courbes, elles sont synchrones entre elles aussi. Donc on peut étudier, on peut répondre à la question à partir de quel moment le système global végétation plus sol, il va être non plus un puits de CO2, mais une source de CO2, un émetteur. C'est le moment où la somme des deux courbes arrive par un maximum et puis ensuite diminue. Alors c'est pas facile à voir dessus. Donc à quel moment est-ce qu'on a un maximum de la courbe rouge? Quelque part vers 2060. À quel moment est-ce qu'on a un maximum de la courbe bleue? Là aussi, c'est plus difficile, quelque part vers 2030. Sachant que la somme des deux en pente nulle, c'est comme la moyenne des deux. Parce que la pente nulle, que ce soit une somme ou une moyenne, parce que la moyenne c'est divisé par 2, ça sera le même endroit. Mais il y a une autre méthode un peu plus simple. En fait, à quel moment est-ce qu'on a une somme nulle des deux pentes? C'est aussi le moment où la pente rouge elle est positive et la pente bleue elle est négative. De la même puissance, puisque quand vous ferez la somme des deux, ça sera 0. Ça, c'est quelque part, je dis bien quelque part, vers 2040, ou si on préfère, 30 ans après le maximum d'efficacité de captation du CO2 par la végétation. Donc j'ai fait une diapo résumée parce que ce que je viens de vous expliquer, c'est un peu compliqué. J'en suis conscient. Donc, est-ce qu'on peut utiliser effectivement, en première approximation, cette étude de Hadley Center? Oui. Pourquoi? Parce que les courbes, elles sont synchronisées non seulement entre elles, mais avec les observations, en ce qui concerne la capacité d'absorption du CO2. Et l'atteinte du seuil de déstockage global du CO2, c'est-à-dire sol plus végétation, ça se produirait environ 30 ans après le pic d'efficacité de la végétation, c'est-à-dire vers 2040. Alors, vis-à-vis de ce genre d'échéance, je comprends bien que, qu'il y ait des doutes, un certain effarement même. Mais ce que je voudrais dire, c'est que finalement, vis-à-vis de ce genre de perspective rapprochée de déstockage global du CO2, il ne faudrait pas trop s'en étonner. Et j'ai choisi, on va dire, d'étudier, de regarder cette question du fait qu'il ne faut pas trop s'en étonner de deux manières différentes. Premièrement, vis-à-vis de la question de la sensibilité climatique. Alors, c'est quoi cet engin? La sensibilité climatique, c'est le fait de multiplier par 2 la teneur en gaz à effet de serre de l'atmosphère, de CO2 dans l'atmosphère, et puis d'attendre que l'équilibre soit atteint, et puis vous notez simplement la différence de température en moyenne globale. Voilà, vous avez la sensibilité climatique à l'équilibre. Lorsqu'on regarde le 5e rapport du GIEC, je vous ai noté les valeurs qu'on obtenait. En valeur centrale, on était quelque part vers les plus 2 degrés. Dans le 6e rapport du GIEC, la valeur centrale, médiane si vous voulez, elle était plutôt vers les plus 3 à plus 4 degrés. Il y a des travaux un peu plus récents qui feront glisser les valeurs centrales vers les 5 degrés. Mais ça, alors on peut se dire qu'avec le raffinement des modèles, avec l'expérience qu'on accumule, on glisse petit à petit vers des sensibilités plus importantes. Du CO2, de la réaction atmosphérique à l'augmentation du CO2. Mais ça, c'est encore un peu éloigné de ce qu'on peut obtenir avec les estimations de la paléoclimatologie, en particulier vis-à-vis de ce qui se passe dans les transitions glaciaires interglaciaires. Alors là, je vais également prendre un peu de temps
pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut arriver donc, à cette estimation centrale de plus 7 à plus 9 degrés. S'il n'y avait pas de saturation de l'effet du CO2 dans l'atmosphère, alors le passage d'une ère glaciaire à une ère interglaciaire, on va prendre la dernière transition, on était à 180 ppm de CO2, on est passé à 280, donc plus 100. Sachant que le doublement de la CO2 par rapport à l'époque pré-industrielle, c'est plus 280. Bon, on multiplie par 2,8 et puis voilà. Ben non, on ne peut pas faire un calcul aussi simple. Puis ça donnerait des valeurs de sensibilité climatique à l'équilibre de 15 à 20 degrés. Ça serait considérable. Ce que nous dit l'étude, on va dire, que j'ai notée là, alors cette étude se focalise sur le LEUS dans l'Asie centrale, c'est-à-dire les accumulations de poussière, entre autres argileuses. Et ça permet en fait de remonter dans le temps sur les évolutions de température et de teneur en gaz à effet de serre sur un certain nombre de millions d'années, c'est-à-dire plus loin que les carottages glaciaires. Et ce qu'on trouve dans cet article, c'est le fait que, quel que soit le niveau de départ, la sensibilité climatique à l'équilibre a été la même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner en fait de manière absolue sur la teneur en CO2, enfin l'évolution de la teneur en CO2, mais de manière relative. Ce qui est une manière en fait d'exprimer, la saturation de l'effet du CO2 sur l'atmosphère, mais une saturation qui ne serait pas totale, comme ce qui est prétendu encore actuellement par un certain nombre de négationnistes du changement climatique, mais une saturation partielle. Donc je reprends mon petit calcul. En fait, quand vous passez de 180 à 280, vous augmentez la teneur en CO2 de 55%. Si vous préférez, en ratio, ça fait 1,55. Et lorsque vous passez de 280 à 560, qu'est-ce que vous faites ? Vous multipliez par 2. Donc c'est quoi le ratio qui fait passer de 1,55 à 2 ? C'est environ 1,3. Donc d'où vous partez donc de la transition glaciaire-interglaciaire selon les auteurs, ça correspond à plus 5 à plus 7 degrés en moyenne globale, vous multipliez par 1,3 puis vous obtenez donc cette estimation. Alors je précise que cette estimation de plus 7 à plus 9, elle est directement en estimation centrale et que c'est plutôt conservatif dans la mesure où ça ne tient pas en compte la survitesse extrêmement importante de la transition qui est imposée donc, par l'humanité donc, sur la biosphère, en particulier des destructions associées. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder aussi le fait qu'il ne faut pas trop s'en étonner vis-à-vis d'un handicap cognitif. Le handicap cognitif qui est lié au fait que ce qui est encore assez massivement utilisé actuellement, c'est une définition donc, de la norme, du climat, mais plutôt de la norme climatique à base de moyenne trentenaire. Alors, et qu'il faudrait peut-être la faire évoluer, sachant que, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il faudrait faire, vis-à-vis de justement, comment il faudrait la généraliser, la paramétriser. Parce que ça prendrait beaucoup de temps et puis que c'est pas le sujet principal, on va dire, de la présentation. Et c'est pour ça que je suis allé chercher donc un extrait d'un texte qui a été produit lors d'un colloque de recherche qui a eu lieu, qui a été organisé en 2019 au sein de l'École normale supérieure sur le site historique Redulme. Un colloque qui était consacré à la diversité sociale et à la diversité écologique, donc c'est un colloque de sciences humaines. Alors, je vais vous lire donc ce court extrait. Approcher une étoile à neutrons ou un trou noir avec pour seul outil intellectuel la gravitation de Newton rend le réel de plus en plus inintelligible. Nous avons appris depuis environ un siècle qu'il faut généraliser le concept et passer à la gravitation d'Einstein. Mais nous n'avons pas encore compris que le changement climatique en cours nous a déjà entraînés dans un domaine relativiste qui fait que le maintien d'une définition statique du climat à base de moyennes trentenaires toujours en vigueur estompe fortement notre perception du phénomène. Cet estompement concerne aussi bien la position actuelle du climat déjà décalée sensiblement que sa vitesse d'évolution effective. Alors, en résumé, c'est si on utilisait, on va dire, une définition plus appropriée, on va dire, du climat lui-même, on devrait beaucoup moins s'étonner du genre de perspective que je vous ai présenté précédemment. Alors, bref conclusion de ma part. La réponse à la question, en tout cas celle que je fais, c'est que oui,
le dépassement radical de la limite planétaire du changement climatique a la capacité d'entraîner rapidement le dépassement de toutes les autres, et que nous avons assez peu de temps, probablement moins d'une génération, pour éviter le genre de perspective que j'ai illustré par cette image, et pour éviter, on va dire, la captation intégrale de l'héritage de nos enfants. Alors, volontairement, je n'ai pas fait de diapositive, mais je vais l'aborder maintenant. Les solutions. Sachant qu'il y a un domaine, celui de l'atténuation, pour lequel la solution, elle est bien connue depuis des décennies. C'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais simplement, la proximité et la gravité des échéances que j'ai exposées, ça indique que cette diminution, elle devrait être bien plus profonde et bien plus radicale que ce qui a été préconisé jusqu'à présent. Or, si vous êtes face à quelque chose, une réduction de gaz à effet de serre qui doit être extrêmement rapide, en fait, le seul moyen d'y accéder efficacement, c'est la sobriété. Parce qu'on n'avait pas le temps de mettre en place autre chose. Et une sobriété, on va dire, et bien entendu, une fois que la société s'est engagée, on va dire, réellement dans cette réduction, on va dire, rapide et profonde de l'utilisation de l'énergie, parce que c'est ça que ça veut dire la sobriété, il devient pertinent de prioriser la réduction de l'utilisation des énergies qui sont elles-mêmes fortement émettrices de gaz à effet de serre. Mais cette priorisation, elle serait de peu d'intérêt si, au préalable, on ne s'est pas engagé dans des processus de sobriété active. Donc ça, c'était sur, on va dire, sur la sobriété. Et comment dire, il y a un deuxième point, mais je suis bien conscient que face aux promesses, aux déclarations qui sont faites sur des lendemains qui chantent, voire simplement le maintien de conditions de vie au niveau actuel dans le cadre d'une économie décarbonée, moi, ce que je viens de vous dire, ça conduit, on va dire, à une forme de pauvreté énergétique, et que c'est viscéralement inacceptable. C'est pour ça que je voudrais revenir donc sur une solution qui peut sembler très technique, voire sans lien avec le sujet, qui est celui de la modification, la transformation, l'amélioration du concept de climat lui-même. Pourquoi ? Parce que ça permettrait de se rendre compte beaucoup plus facilement que maintenant que les perspectives climatiques telles qu'elles sont incluses dans les divers documents, dans les divers plans d'adaptation au changement climatique, elles sont dépassées par ce qui est réellement en train de se produire. Donc ça conduirait à ce que les mesures qui sont préconisées à l'intérieur de ces plans, pour autant que ça soit pris en compte honnêtement, ça soit fortement rehaussé. Et donc ça amènerait au moins à une acceptabilité intellectuelle de ce genre de mesures. Et je dois dire que ce dernier sujet, c'est ce qui a fondé mon activité technique et scientifique depuis une quinzaine d'années. Et je remercie l'organisation du colloque de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet. Et puis je vous remercie tous de votre attention. Merci beaucoup pour